Le centre du pays, toujours en proie à des attaques terroristes, le JNIM multiplie les offensives et plusieurs morts sont à déplorer. Quel avenir pour l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger? On en parle largement dans le second épisode de notre série de la semaine. Dans la page sport, nous découvrirons des profils divers de sportifs maliens qui ont à un moment donné marqué de leur empreinte leur sport. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Depuis quelque temps, le centre du pays fait l'objet d'attaques imputées au groupe terroriste, notamment le JNIM. Ces attaques ont fait plusieurs morts selon des sources locales. Djeneba Samaki. Des terroristes du JNIM ont attaqué hier mercredi le poste Fama de Dinangourou dans le cercle de Koro. L'armée a confirmé l'attaque ce matin, mais n'a pas fourni de bilan, assurant dans son communiqué que les évaluations sont en cours. Certaines sources locales affirment qu'une dizaine de militaires ont été tués au cours de l'attaque. La situation actuelle dans le pays de Gao, tout comme dans le centre du Mali, c'est une situation d'insécurité un peu difficile en réalité. Dans ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'incidents, des incidents qui ont ciblé non seulement les civils, mais aussi les militaires. Plusieurs villages ont été attaqués dans ces derniers temps, de Nyono jusqu'à Mondoro. Pratiquement dans le cercle de Bankas, c'est le coin le plus chaud, et un peu le sud aussi de Banyagara, tout comme le nord aussi du cercle de Tomia. Dans ces parages-là, il y a eu à peu près plus de 20 villages attaqués dans ces derniers temps. Et ça a fait déplacer pas moins de 2000 ménages. Le nombre de terroristes neutralisés n'est pour l'instant pas connu. Selon l'agence d'information du Burkina, les terroristes, après leur attaque, ont fui vers le Burkina Faso. Dans un village nommé Windeboki, ils ont marqué un temps d'arrêt. C'est là que le vecteur aérien burkinabé a procédé à des frappes, toujours selon l'agence, tuant plusieurs terroristes. Les rescapés sont retournés au Mali où les attendaient les vecteurs aériens des Fama, qui ont également procédé à des frappes. L'attaque du poste de Dinangourou est intervenue quelques heures seulement après l'annonce par l'armée de son entrée dans la ville d'Aguelhok. Depuis plusieurs semaines, les terroristes du JNIM multiplient les attaques contre les positions de l'armée. Le chef du groupe terroriste, Iyad Agali, apparu pour la première fois dans une vidéo depuis 2 ans, le 12 décembre dernier, a annoncé une nouvelle phase dans le conflit au Sahel. Le jour de la diffusion de la vidéo, le JNIM a attaqué les camps de l'armée à Farabougou, village symbole, longtemps sous blocus terroriste. Des sources locales évoquent là aussi des victimes civiles et militaires, mais dans sa communication, l'armée dit avoir mené avec succès une riposte vigoureuse qui a permis de repousser l'attaque. Toutefois, des militaires ont été faits prisonniers à la suite de cette attaque. Le groupe terroriste a diffusé le 19 décembre des vidéos de certains d'entre eux. L'armée a dénoncé un acte lâche qui a pour but de démoraliser les troupes et assure que tout sera mis en œuvre afin de permettre aux otages de recouvrer leur liberté. Après la libération de Kidal ainsi que le départ de la MINUSMA, quel avenir pour l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger? Élément de réponse dans le second épisode de notre série de la semaine, signé Soumaïla Fani. Depuis sa signature en 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est confronté à des difficultés pour sa mise en œuvre. L'accord pâtit également des récents développements dans le pays, notamment le départ de la MINUSMA et la reprise de Kidal par l'armée malienne. Dans ces contextes, l'accord pour la paix a-t-il encore un avenir? L'avenir, c'est d'abord la relecture. La relecture parce que c'est les assises nationales de la refondation qui, selon le ministre de la Refondation et le Premier ministre, c'était une assise dont les recommandations sont exécutoires. C'est elles qui ont demandé la relecture de l'accord. Bien avant, le dialogue national inclusif aussi avait demandé la relecture. Et pour moi, très sincèrement, aujourd'hui, il faut créer les conditions d'un dialogue intermalien.
sans intermédiaire et discuter un peu de la relecture de l'accord. Et voir les points qui sont des points à problème et qu'on puisse enlever et qu'on puisse relire l'accord en fonction de la volonté de chaque partie. Parce que quand même, il faut le reconnaître qu'il y a des signataires de l'accord et qui ont accompagné le processus de retour de l'armée à Kidal. Parce que ceux-ci ont accepté que l'armée, les camps de la MINUSMA à Kidal et au nord soient restitués à l'armée malienne. Certains estiment que dans cet accord, tout n'est pas mauvais, notamment les parties qui évoquent les actions de développement et qu'il ne faut surtout pas les rejeter. Il y a de bonnes actions qui se trouvent dans cet accord. Les bonnes actions, c'est les actions de développement dont je veux parler. Et ces développements-là intéressent tout le Mali et toutes les régions du Mali. Si nous voulons appliquer l'accord, moi, de mon humble avis, il faudrait aller vers ces actions de développement, le renforcement des services sociaux de base qui se trouvent dans l'accord. Tout n'est pas mauvais dans l'accord. Mais ce dont je crains, c'est qu'il y a des textes, des parties de l'accord qui nous amènent vers le fédéralisme et vers la scission du pays. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que nous devons maintenir, en ce qui concerne l'accord de paix, toutes les actions de développement. Parce que le développement, c'est au profit de nos populations. Le renforcement des services sociaux de base, c'est les bénéficiaires, c'est nos populations. Je pense que ces parties qui sont dans l'accord peuvent être maintenues et que des discussions sérieuses peuvent être ouvertes par rapport à cet accord. D'autres, par contre, estiment que cet accord signé en 2015 est mort de sa belle mort, qu'il faut donc penser à un nouvel accord. L'ancien accord là, c'est mort et enterré, c'est terminé. Maintenant, il va y avoir un nouvel accord, cette fois-ci avec un Mali debout et avec des clauses qui sont acceptables par le peuple malien. L'autre là était tellement mauvais que le gouvernement n'a pas eu le courage de l'expliquer aux Maliens. Il n'a pas eu le courage de l'amener devant le Parlement pour en faire une loi. Mais le nouvel accord peut faire l'objet d'une loi expliquée à l'ensemble du peuple malien et acceptée par tout le peuple malien. Parce que ça ne contiendra pas des clauses scélérates, des clauses de capitulation de l'État devant la force armée des terroristes et des rebelles. L'ancien accord, c'est fini. L'Algérie, pays médiateur de cet accord et qui, après plusieurs semaines de silence, s'active depuis quelques jours, a été tensé par les autorités de la transition pour des actes inamicaux. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué hier mercredi l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour protester la tenue de réunions à Alger avec les séparatistes Touaregs sans associer les autorités maliennes. Pour certains observateurs, cette accusation d'ingérence dans les affaires internes du Mali va davantage occulter toute chance de survie pour cet accord d'Alger, même si dans son communiqué, le chef de la diplomatie réaffirme l'attachement du gouvernement à l'accord. À noter qu'Alger a également convoqué l'ambassadeur du Mali en Algérie, M. Mahaman Maïga, ce jeudi 21 décembre afin d'échanger avec lui sur les 3 principes cardinaux qui guident l'action algérienne au Mali, notamment son attachement intransgressible à l'intégrité territoriale du Mali. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 décembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la Décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Paul Yapinguesson. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, justifie la dissolution par les sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire qui ne sont pas connus de l'administration, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le ministre d'État signale également que le président de cette association, Dr Ibrahim Sango, s'en donne à des déclarations de nature à troubler l'ordre public, y compris ses pronostics sur le taux de participation au référendum de juin 2023 en violation des prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections. Pour des analystes, cette décision de dissolution de l'Observatoire ne surprend guère, car selon eux, depuis un certain temps, on assiste à la restriction de la liberté d'expression
par les autorités de la transition. Pour le docteur Bala Kounaré du parti Sadi, cette décision est injuste et démontre la mauvaise foi des autorités militaires qui ne sont pas prêts à vouloir organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Bon, je pense que c'est une sanction contre son organisation et contre sa personne pour avoir osé, interpeller le gouvernement. Donc, c'est purement et simplement une sanction. Une tentative aussi de couler le bec à tous ceux qui demandent la tête des élections. Comme il l'a dit, effectivement, c'est la question sécuritaire, parce que c'est Kidal qui était le goulot d'étranglement de tout le processus. Et Kidal, l'armée est rentrée à Kidal. Et donc, aujourd'hui, la question des élections doit être à l'ordre du jour pour mettre fin à la transition. Mais la vérité, il faut qu'on se demande, est-ce que ces gens veulent réellement partir? C'est une atteinte aux libertés publiques. Les critiques ne sont plus admises. Il faut qu'on dise clairement les choses, qu'on appelle clairement les choses comme on ne peut pas leur nom. C'est une dictature rampante. Joint au téléphone, Ibrahim Sanko, responsable de l'Observatoire, n'a pas voulu commenter cette décision. Mais il affirme que cette décision est liée à une récente interview accordée à la radio allemande Deutsche Welle. Au cours de cet entretien, il a dit, je le cite, « En mars 2024, nous en serons à 3 ans et demi de transition et de sortie de la démocratie. Il faut un retour à l'ordre constitutionnel, car depuis 2012, aucune élection ne s'est tenue sur l'ensemble du territoire. Si l'on doit attendre une sécurisation totale pour organiser des élections, nous serons dans les 15 ou 20 ans à venir. » Fin de citation. Pour Sidi Touré, chargé de la communication du parti Parina, cette sortie de Sango est celle qui a fait déborder le vase. Car selon lui, aujourd'hui, aucune voix discordante aux idéaux de la transition n'est la bienvenue. Les observateurs sont censés tout ausculter. La façon dont les listes électorales sont établies, le déroulement de la campagne, du scrutin, comment les urnes sont ouvertes et les bulletins empaquetés, la taille et la forme des enveloppes. Kamori Doumbia a réussi une performance magistrale hier en Ligue 1 française. Avant, d'autres sportifs maliens avaient également réussi à laisser leur empreinte en réalisant des exploits passés à la postérité. Il est signé Assetoumani Koulibaly. Kélé, Fila, Saba, Nani. C'est ainsi que la page Facebook de la Ligue 1, toujours très inspirée, a commenté la performance de Kamori Doumbia. Le milieu malien a inscrit hier mercredi un quadruplé en une mi-temps lors de la victoire de Brest face à Lorient 4-0. Il devient le deuxième joueur à réussir un tel exploit sur les 60 dernières années après l'Uruguayen Edinson Cavani qui avait réalisé pareille performance en 2016. En réussissant ce quadruplé express, le jeune joueur inscrit son nom dans les pages d'histoire du championnat de France aux côtés d'illustres dévanciers, notamment la légende Salif Keita, décédé en septembre dernier. Le premier ballon d'or de l'histoire a laissé une empreinte indélébile en France. Lors de la saison 1970-1971, il inscrit 42 buts. Aucun joueur du championnat français n'a atteint la marque des 40 buts depuis. En dépit de cette performance monumentale, Salif Keita n'est pas le meilleur buteur sur une saison de l'histoire de ce championnat. C'est le Croate Josip Skoblar, touché par la grâce cette saison-là, qui a marqué 44 buts et ravi le trophée à la Panthère Noire. Toutefois, Salif Keita fait partie des rares joueurs du championnat à avoir inscrit 6 buts lors des mêmes matchs. C'était un 4 juin 1971 lors de la victoire de Saint-Étienne 8-0 face à Sedan. Plus récemment, le basketteur Adama Sanogo est devenu en avril dernier le premier Malien à remporter le trophée NCAA, le prestigieux championnat universitaire américain avec les Huskies de l'Université de Connecticut. Élu meilleur joueur de la finale, le pivot de 20 ans a égalé une marque vieille de 40 ans, celle du légendaire Nigérien Hakeem Olajuwon, qui est devenu en 1983 le premier joueur africain désigné MVP de la NCAA. Après ses exploits, Sanogo s'est engagé avec les Bulls de Chicago pour la saison NBA en cours. Toujours sur les parquets, en 2019, la sélection U19 de basket a fait vibrer le Mali et tout le continent en devenant la première sélection africaine, toutes catégories confondues, à disputer une finale de Coupe du monde de basket. La sélection qui a perdu en finale les larmes à la main 93-79 face aux États-Unis
a gagné le respect de plusieurs générations et de nombreuses équipes. Sans être exhaustif, on peut aussi citer Daba Modibo Keïta, double médaillé d'or des championnats du monde de taekwondo. La loi immigration adoptée en France mardi dans la soirée continue à faire jaser et à susciter les débats. Invité dans l'émission C'est à vous sur France 5, le président français Emmanuel Macron défend la dite loi qui, selon lui, est, je cite, un bouclier pour la France. Fin de citation. Je vous propose de visionner un extrait de son intervention. On doit se battre contre les flux, c'est-à-dire les arrivées clandestines de personnes qui arrivent sur notre territoire de manière irrégulière et qui, parce que nous ne sommes pas efficaces, c'est-à-dire que nos procédures sont trop lentes, trop compliquées, que le droit s'est multiplié, nous n'arrivons pas à instruire leur dossier assez vite et à les renvoyer chez eux. Ça, c'est une perte de contrôle de ce que nous sommes. Moi, je suis le garant des institutions. Et je l'ai dit, je pense qu'on peut protéger le pays, lui apporter ce bouclier, sans changer nos valeurs et notre Constitution. Et c'est là où j'ai un désaccord avec le Rassemblement national. 2024, les grands dossiers à suivre. C'est la une du Journal du Mali cette semaine. Une nouvelle année débute avec son lot d'incertitudes et de questions. Le Journal du Mali fait le point sur les grands événements qui devraient marquer 2024. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.